Merci d'être avec nous sur Al24 News au sommaire de l'actualité de ce jeudi 10 octobre. Nouveau massacre de l'entité sioniste au 370e jour de son agression, de son génocide dans la bande de Gaza. Le bilan des victimes s'alourdit à 42 062 martyrs et 97 886 blessés. L'Algérie appelle le Conseil de sécurité à agir fermement afin de sauver ce qui reste de sa crédibilité. Le sud du Liban, une nouvelle fois bombardé en un an. 2141 Libanais sont tombés en martyrs et 10 100 ont été blessés. L'entité sioniste s'attaque même au QG de la Finule, blessant 2 casques bleus. L'instrumentalisation de la question migratoire et les attaques injustes contre l'immigration algérienne par une partie de la classe politique française abordée par le moudjahid algérien Salah Goudjil, président du Conseil de la Nation. Et puis l'Allemagne annonce accepter la décision de la Cour de justice de l'Union européenne ayant invalidé définitivement 2 accords commerciaux conclus entre l'Union européenne et le Maroc en 2019 sur la pêche et l'agriculture. Bonsoir à tous. La bande de Gaza pilonnée pour le 370e jour consécutif. Le bilan des victimes s'est encore alourdi pour passer à 42 065 martyrs et 97 886 blessés, en majorité des femmes et des enfants. Les forces de l'occupation sioniste ont commis au moins 5 massacres au cours des dernières 24 heures, faisant 55 martyrs et 166 blessés. Et au moins 28 Palestiniens sont tombés en martyrs et 54 ont été blessés, dont des enfants et des femmes ce jeudi dans un bombardement par l'occupation sioniste d'une école abritant des personnes déplacées à l'ouest de la ville de Rafah, dans le sud de la bande de Gaza. Et je vous le disais en titre, le Conseil de sécurité doit agir fermement afin de sauver ce qui reste de sa crédibilité et imposer un cessez-le-feu à Gaza. C'est ce qu'a martelé hier soir à New York le représentant permanent de l'Algérie auprès des Nations Unies, Ammar Benjama, lors d'une réunion du Conseil de sécurité sur la situation au Moyen-Orient, y compris la question palestinienne tenue à la demande de l'Algérie et de la Slovénie. Le compte-rendu d'Esmalaïd. L'Algérie, qui fait fortement entendre sa voix, fidèle à ses principes, continue à assurer son rôle de défenseur inflexible des causes justes. Le représentant permanent de l'Algérie auprès des Nations Unies, Ammar Benjama, a mis en avant mercredi soir à New York la nécessité pour le Conseil de sécurité d'agir fermement afin de sauver ce qui reste de sa crédibilité et imposer un cessez-le-feu à Gaza face à la politique de famine utilisée par l'entité sioniste comme arme de guerre. Les résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies interdisent explicitement d'avoir recours à la famine comme arme de guerre. Il s'agit d'un crime de guerre et le Conseil doit agir avec véhémence pour préserver les vestiges de sa crédibilité. L'heure est venue d'imposer un cessez-le-feu à Gaza. En dépit de cette catastrophe, le personnel humanitaire n'a pas été non plus épargné puisque 222 employés de l'UNRWA ont été tués alors que 2 tiers de ses bureaux ont été partiellement ou totalement détruits. 222 membres du personnel de l'UNRWA ont été tués. Les 2 tiers des installations de l'UNRWA
ont été endommagées ou détruites. Et ce n'est pas tout. La puissance occupante présente maintenant des projets de texte de loi pour faire cesser les opérations de l'UNRWA. L'UNRWA est le témoin de l'échec de la communauté internationale à défendre les droits des Palestiniens. L'UNRWA est l'épine dorsale de l'action humanitaire dans les territoires palestiniens occupés et particulièrement à Gaza. Le diplomate algérien présentait des chiffres révélant les conséquences terrifiantes de la machine de guerre sioniste qui n'épargne personne à Gaza et qui étend maintenant sa barbarie au Liban. Ces exposés témoignent des conséquences effarantes de la machine de guerre israélienne sans merci, qui n'épargne personne à Gaza. Ces actions brutales frappent maintenant le Liban. Madame la Présidente, des massacres, la réalité tragique à Gaza. À Gaza, plus de 42 000 personnes ont été tuées. 60% d'entre eux sont des femmes et des enfants. Près de 100 000 personnes ont été blessées. Certaines de ces personnes sont maintenant handicapées à vie. 6% de la population de Gaza a été tuée ou blessée cette dernière année seulement. C'est effarant. Enfin, Ammar Benjama a fustigé le mutisme de la communauté internationale face aux crimes de l'entité sioniste, affirmant que ce silence est devenu plus qu'une simple complicité, mais plutôt une participation active à ces crimes. Un an de bombardement à Gaza aura occasionné des dégâts incommensurables. Des villages, voire des villes entières, ont été réduits à des tas immenses de gravats. Les Nations Unies estiment qu'il y avait entre 42 millions de tonnes de débris dans l'enclave palestinienne. Amal Amzian Zitouni. Dans les ruines de sa maison détruite, Mohamed rassemble des morceaux du toit tombé dans un seau cassé. Il les pile pour en faire du gravier que son père utilisera pour fabriquer des pierres pour les tombes des martyrs de Gaza. Le travail est dur et parfois pénible. Dans toutes les villes de Gaza, nous trouvons des décombres dans les rues. Gaza n'est pas en guerre. Gaza a connu un tremblement de terre pire que la guerre. Gaza a été mise à rude épreuve cette année. La destruction que nous avons vue est inédite dans toute l'histoire. Nous récupérons les décombres non pas pour construire des maisons, mais pour les pierres tombales et les tombes, d'une misère à l'autre. Nous récupérons du métal des maisons rasées, nous récupérons des gravats de ma maison et nous les cassons ainsi. Notre vie reprend son cours normal, même si c'est difficile car il n'y a plus de mastic ni d'autres matériaux de construction. Ce travail que font les Palestiniens comme djihad ne représente qu'une infime partie des efforts qui commencent à prendre forme pour faire face aux décombres laissés par la machine de guerre sioniste. Après une année de destruction, voilà notre état. Gaza est un amas de décombres, nous ne pouvons rien en récupérer. La seule chose que nous pourrions récupérer, c'est un morceau de métal, un morceau de bois, une vieille porte, du zinc que nous pourrions utiliser pour nous abriter de la pluie. Les Nations Unies estiment qu'il y a plus de 42 millions de tonnes de gravats, comprenant à la fois des édifices brisés, encore debout, et des bâtiments rasés, ce qui représente 14 fois la quantité de décombres accumulés à Gaza entre 2008 et le début du génocide en cours qui a débuté il y a un an. Les défis sont énormes. Le déblayement des décombres nécessitera une planification appropriée, une planification très détaillée, prenant en compte non seulement le volume de décombres, mais aussi tous les risques, tous les défis que nous prévoyons déjà avec le lancement de l'enlèvement des gravats. Ça sera une opération de grande envergure. Mais en même temps, il est important que nous commencions maintenant, car l'enlèvement des débris est une activité qui sauve des vies à ce stade. Les médecins craignent une augmentation des cancers et des malformations congénitales dues aux fuites de métaux dans les décennies à venir. Selon eux, les morsures de serpents et de scorpions ainsi que les infections cutanées causées par les phlébotomes sont préoccupantes.
Et il n'y a pas que dans la bande de Gaza qu'on dénombre des victimes. De nombreux Palestiniens ont participé à la procession funéraire de 4 d'entre eux tombés en martyrs, victimes de balles des forces de l'occupation israélienne dans la vieille ville plutôt de Naplouse en Cisjordanie occupée. Et dans ce contexte, les menaces sécuritaires sont particulièrement préoccupantes en Cisjordanie occupée. Suite à ce nouveau raid meurtrier à Naplouse, plusieurs véhicules des forces de l'occupation sioniste se sont déployés dans le camp de réfugiés de Fara'a. Et dans le but de soulager l'économie palestinienne mise à mal par le blocus et les multiples entraves de l'entité sioniste, l'autorité palestinienne et la Banque mondiale ont signé l'accord relatif au projet de financement d'urgence pour la Palestine, et ce en présence de représentants de la France et du Royaume-Uni. A few days ago, we marked the first anniversary. Il y a quelques jours, nous avons célébré le premier anniversaire de la guerre contre notre peuple à Gaza. Le niveau de destruction, le massacre aveugle et l'extermination de notre peuple n'ont jamais été vus dans l'histoire moderne. Le monde a dit « plus jamais ça » après l'horrible Holocauste. Mais malheureusement, nous voyons que cela se reproduit contre notre peuple. Et malheureusement, dans le silence et l'impunité du monde libre. L'accord que nous signons aujourd'hui, d'un montant de près de 20 millions de dollars, comme l'a souligné le ministre, a été distribué dès le début du mois de septembre et nous sommes fiers de ce partenariat qui apporte une aide indispensable au peuple palestinien à un moment critique et s'aligne sur nos priorités mutuelles. Et plus d'un an après le début du génocide à Gaza, les habitants de Khan Younes au sud sont déterminés à préserver leur patrimoine à l'instar de Qal'at Barqoq, un fort datant du règne du sultan mamelouk Barqoq en 1387, dont la majeure partie de la structure est tombée en ruine. Asma Naïda. Situé à Khan Younes, dans le sud de Gaza, le fort Qal'at Barqoq fut construit sous le règne du sultan Mamelouk Barqoq en 1387. Aujourd'hui, si la façade avant du fort a résisté, la majeure partie de la structure est tombée en ruine. Un amas de décombres devant le fort. Des images qui en disent long sur l'ampleur du génocide ininterrompu à Gaza. Ce lieu a été construit en 1387 par le sultan Mamelouk Barqoq et a été baptisé le fort de Barqoq. C'est le lieu emblématique et le point de repère de la ville de Khan Younes, qui a été nommé ainsi en référence à ce site. Ce lieu a été détruit à plusieurs reprises et restauré à chaque fois par les gouvernements en place. Il a été détruit pour la dernière fois en janvier 2024, pendant l'occupation de la ville de Khan Younes par l'armée israélienne. Plus d'un an après le début du génocide dévastateur à Gaza, les habitants de la ville de Khan Younes sont déterminés à préserver leur patrimoine. Malgré les ravages, une partie de ce dernier a pu être mise à l'abri. J'ai nettoyé cet endroit pour faire revivre le patrimoine palestinien, pour redonner vie au monument de Khan Younes et pour restaurer la gloire de ce lieu. Il y avait un musée, il y avait de la vie ici, et il y avait la preuve de l'identité palestinienne à travers les antiquités, le patrimoine, les sculptures, les livres, les volumes et tout ce qui prouve l'identité palestinienne. Bien sûr, le bâtiment a été brûlé et beaucoup d'antiquités ont été perdues, mais le musée abritait environ 2000 antiquités. Tandis que Mohamed Shaat déblaye les décombres du fort Qal'at Barqoq, Ramdan Ahmed, chercheur et artiste, passe son temps à collecter des antiquités dans les musées détruits et à sculpter des pierres pour documenter l'horreur vécue par les habitants de Gaza soumis au siège et au bombardement sioniste.
Je suis un artiste qui grave sur des rochers la réalité de la Palestine et les antiquités de l'intérieur de la Palestine en territoire occupé, qu'il s'agisse d'antiquités, de mosquées, d'églises, de bâtiments ou d'anciens châteaux. Bien sûr, je sculpte tout cela pour documenter ce qui a été enlevé et ce qui reste jusqu'à aujourd'hui, afin d'être un témoin du patrimoine et des antiquités de la Palestine. Depuis le début du génocide, les forces armées sionistes ont pris pour cible et détruit des dizaines de sites patrimoniaux, notamment des mosquées historiques, des églises, des musées et des structures archéologiques millénaires. Les pertes matérielles subies par les Palestiniens de la bande de Gaza en une année de bombardements sionistes sans précédent. Restez avec nous à suivre notre dossier consacré à la situation au Liban. Le Liban, toujours sous le feu des bombardements de l'entité sioniste, avec une série de raids aériens violents sur la banlieue sud de la capitale libanaise, Beyrouth, faisant de nombreuses victimes au cours des dernières 24 heures. Au moins 36 Libanais sont tombés en martyrs et 150 ont été blessés. Le ministère de la Santé a annoncé que le bilan de l'agression sioniste contre le Liban depuis le 8 octobre 2023 s'élève désormais à 2141 martyrs et 10 100 blessés. Et je vous en parlais en titre, la force de l'ONU déployée entre le Liban et les territoires palestiniens occupés a indiqué ce jeudi qu'un char de l'armée sioniste avait tiré sur son QG dans le sud du Liban et blessé 2 casques bleus indonésiens, affirmant que les troupes sionistes avaient tiré de façon répétée sur ces positions. La FINUL, dont 10 000 soldats sont déployés dans le sud et le sud du pays, appelle depuis le début de l'agression sioniste à l'arrêt des hostilités. Et il n'y aura pas de nouveau Moyen-Orient tant qu'il n'y aura un mouvement de résistance, en l'occurrence le Hezbollah au Liban. C'est ce qu'a affirmé Amin Cherri, député du Hezbollah, lors d'une visite dans une école transformée en refuge à Beyrouth. Pour nous, les efforts déployés par le président du Parlement, Nabih Berri, qui assure la coordination avec les dirigeants du Hezbollah, constituent pour l'instant notre seul recours. Les dirigeants du Hezbollah et les combattants sur le terrain ne demanderont pas un cessez-le-feu à l'ennemi israélien ou à la communauté internationale. Il n'y aura pas de nouveau Moyen-Orient tant qu'il y aura un mouvement de résistance, le Hezbollah au Liban. De son côté, le Premier ministre libanais Najib Mikati a affirmé que les efforts arabes et internationaux pour faire pression sur l'entité sioniste et mener à un cessez-le-feu d'une durée spécifique au Liban se heurtent aux attaques sionistes continues, dénonçant l'intransigeance de l'entité sioniste. Mikati a par ailleurs assuré que le comité d'urgence ministériel gérant la crise des déplacements de population face au combat travaillait en permanence pour assurer que les aides parviennent aux personnes qui en ont besoin. Et le Liban et ses 600 000 personnes déplacées à l'intérieur du pays sont confrontées à une crise humanitaire catastrophique, selon 2 responsables des Nations Unies, au moment où l'entité sioniste intensifie son agression contre ce pays.
Alors qu'un grand nombre de Libanais fuient leur maison dans le sud du pays, dans le village chrétien de Qalaya, à 4 km de la frontière, 550 des 900 familles sont encore là, malgré les pénuries d'essence, de médicaments et la fermeture forcée de l'hôpital le plus proche. Mon problème n'est pas de recevoir un colis alimentaire avec 1 litre d'huile. Le vrai problème, c'est que les gens ici n'ont pas d'emploi et pas de salaire pour couvrir les besoins de leur ménage. C'est le principal défi auquel nous sommes confrontés. L'acte de résistance et de survie répond à votre question, car ceux d'entre nous qui ont décidé de rester dans ce pays savent déjà qu'il n'y a plus de pharmacie, plus d'hôpital, plus de médecins et même plus de farine. Mais nous avons décidé de rester malgré tout ce qui pourrait arriver dans cette situation et nous espérons que cela n'arrivera pas. Et les attaques incessantes de l'entité sioniste contre le Liban menacent le fonctionnement des établissements de santé, forçant un certain nombre d'hôpitaux du sud du pays à cesser de fonctionner, tandis que la population locale qui n'a pas évacué la zone lutte sous un déluge de frappes de missiles. Le Canada fournira 15 millions de dollars canadiens d'aide humanitaire supplémentaire pour soutenir les civils touchés par l'escalade sioniste au Liban, selon le ministère canadien des Affaires étrangères. Cette annonce de financement porte l'engagement d'aide du Canada aux civils libanais à 25 millions de dollars canadiens. Ce 19h se poursuit toujours à suivre notre dossier consacré à l'actualité en Afrique. Je vous en parlais en titre, l'exploitation politique de la question migratoire et les attaques injustes contre l'immigration algérienne révèlent la décadence d'une partie de la classe politique française. C'est ce qu'a notamment relevé le moudjahed algérien Salah Goudjil, président du Conseil de la Nation, dans une contribution publiée ce jeudi par plusieurs titres de la presse algérienne. Nariman Zekar. La politique en France serait-elle en pleine décadence ? Ces derniers temps, le nouveau gouvernement d'Emmanuel Macron a mis un point d'honneur à exploiter la question migratoire à des fins politiciennes, s'attaquant spécifiquement à l'immigration en provenance de l'Algérie. Ce point-là a justement été évoqué par le président algérien Abdelmadjid Tebboune il y a quelques jours lors de sa rencontre périodique avec les journalistes de la presse nationale, mais également par le président du Conseil de la Nation, Salah Goudjil. Selon ce dernier, cette décadence politique touche une partie seulement et non pas l'ensemble de la classe politique française. Salah Goudjil a regretté le fait que des politiciens français n'hésitent pas à instrumentaliser les effets des crises socio-économiques en incriminant injustement et parfois de manière directe la communauté algérienne établie en France. Je regrette que des politiciens sans vision politique sérieuse, se réclamant de l'extrême droite et parfois même de la droite dite conservatrice, n'hésitent pas à instrumentaliser les effets des crises socio-économiques en incriminant injustement les communautés immigrées, dans une propagande démagogique et populiste en visant particulièrement la communauté algérienne établie légalement sur le sol français. Le dossier des accords de 68 a également été évoqué par le président du Sénat qui estime que ce dernier n'a plus raison d'être en vue des multiples révisions entreprises par Paris qui considèrent ces accords comme un avantage dont profitent les Algériens. Certains cercles politiques français considèrent que cet accord est plus avantageux pour la partie algérienne en raison de son caractère dérogatoire au cadre juridique commun régissant la question migratoire en France. Parmi eux, on trouve ceux qui réclament ainsi sa révision et d'autres demandent carrément son abrogation. Seulement, ils omettent tous de souligner que cet accord a déjà été révisé en 1985, 1994 et 2001, lui ôtant ainsi sa raison d'être.
Or, la réalité est tout autre. Petit rappel historique, les accords du 27 décembre 68 ont été conclus sur la demande insistante de la partie française, qui a toujours été bénéficiaire de l'apport des Algériens, et cela s'étend depuis l'époque de l'immigration des ouvriers jusqu'à l'immigration dite choisie, promue selon une approche sélective ces dernières années en France. Paris, qui encourage l'arrivée de talents et de diplômes de haut niveau sans aucune contrepartie pour l'Algérie. Il est tout à fait évident que personne ne peut contester l'apport de l'immigration algérienne à la France. Dire le contraire serait une insulte envers l'histoire et les milliers d'Algériens qui ont perdu la vie au champ de bataille durant les 2 guerres mondiales. La France avait fait appel aux Algériens comme main-d'œuvre nécessaire à la carte de la reconstruction de la France. Le choix n'a jamais été laissé aux Algériens car durant les 2 guerres mondiales, il s'agissait d'une mobilisation forcée, puis par la suite, notamment après la fin de la 2e guerre mondiale. L'extrême droite ne fait en somme qu'exploiter l'immigration comme un enjeu de politique de bas niveau, alors que l'Algérie commémorera bientôt les 63 ans des événements du 17 octobre 61, où des centaines d'Algériens ont été assassinés, puis jetés dans la Seine, après avoir manifesté pacifiquement dans les rues de la capitale française, date qui coïncidera également avec la journée nationale de l'immigration. Et nous allons développer cette question tout de suite avec notre invité du soir. Et l'instrumentalisation du dossier de l'immigration par une partie de la classe politique française. On en parle tout de suite avec notre invité du soir, en l'occurrence Gamal Abina. Bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes analyste des questions internationales. Vous avez pu suivre le sujet qu'on a consacré à cette contribution médiatique de Salah Goudjil, qui a évoqué de la décadence de la politique française. L'extrême droite exploite le dossier de l'immigration comme un enjeu politique de bas niveau. On le sait, ce dossier est instrumentalisé de père en fils, voire même de père en fille, vous voyez de qui je parle. Est-ce pour détourner les regards des problématiques internes ? Tout à fait, on a effectivement une longue tradition anti-immigration qui, en 70, il faut le rappeler, à une époque où le père dont vous parlez, qui était un ancien criminel de guerre en Algérie, donc Jean-Marie, ne pesait que 0,2% aux élections. Il était marginal, il se présentait avec une affiche très violente, avec un œil caché comme si c'était une sorte de corsaire, comme ça. Et la question migratoire n'existait pas, puisque d'abord c'était le plein emploi. On était en pleine 30 glorieuse. La France n'était pas frappée par le premier choc pétrolier, puisque les pays arabes ont épargné la France pour des raisons politiques. Et il y avait toujours du travail, et donc on avait besoin d'immigration, on avait besoin de gens pour construire le pays, pour reconstruire le pays, pour faire les grandes infrastructures, métro, train, autoroute, et j'en passe, sans parler de l'industrie. Les besoins migratoires étaient importants, étaient réclamés par le patronat, et ils ont été tellement loin qu'ils ont même fait le regroupement familial pour faire en sorte que les immigrés soient un peu moins maltraités, qu'ils puissent avoir au moins accès à leur famille. Et par la suite, avec la dégradation de l'économie en 81, avec l'arrivée de la gauche, effectivement, le discours d'extrême droite a commencé à être amplifié avec une manipulation grossière de François Mitterrand, qui a fait monter l'extrême droite. Il faut le rappeler, c'est important. J'ai eu l'occasion de l'entendre de la part de M. Roland Dumas, qui nous a quittés, et qui expliquait effectivement qu'il y avait une instrumentalisation de ce levier pour détruire littéralement la droite classique. Donc tout cela a commencé un petit peu à grossir, et puis avec 40 années de crise économique, le meilleur moyen pour détourner l'attention des vrais problèmes économiques, à savoir la crise de la dette, la crise de l'industrie qui n'existe plus, qui a disparu, la crise de l'emploi, eh bien on parle effectivement du bouc émissaire très traditionnel que sont les immigrés. Gamal Abina, le président du Conseil de la Nation, a aussi indiqué que les politiciens français n'hésitaient pas à instrumentaliser les effets de la crise socio-économique en incriminant injustement la diaspora algérienne. On le voit dans de nombreux plateaux en France et même au Parlement. Est-ce là encore une façon de créer une diversion ? Oui, clairement, parce que la diaspora algérienne qui est installée, il faut le rappeler quand même, c'est pas rien, depuis près de 120 ans maintenant. Les premiers groupes de travailleurs immigrés qui travaillaient à Marseille en 1900 suppléaient aux besoins d'une ville qui grandissait en termes de commerce international. Et donc, il fallait des bras. Ils avaient fait appel à 20 000 Algériens, particulièrement de la région de Kabylie. Puis après, en 1920, après la guerre, la Première Guerre mondiale, qui était une saignée en termes de
jeunesse. La jeunesse française était lourdement impactée. Il y a eu quand même près de 10 millions de morts de part et d'autre. Il a fallu faire appel à nouveau à des bras pour pouvoir construire et relancer le pays. Et donc, il y a eu beaucoup de destruction dans le Nord particulièrement, jusqu'à Paris. Et donc, on a fait appel à ces immigrés qui étaient à l'époque pas immigrés. C'était effectivement des sujets sans droit, puisqu'on n'était pas citoyens, sujets sans droit de la France, mais qui étaient corvéables à merci. Ils étaient moins chers, ils étaient nombreux, travailleurs, déterminés. Et donc, on les appelait, on les déportait littéralement du territoire national algérien pour aller sur les métropoles. Et on les faisait travailler à satiété parce qu'on savait qu'ils étaient quand même assez efficaces en termes de travail, on le voit au bout de 120 ans, et qu'ils ont largement participé à la construction de ce pays parce qu'ils étaient effectivement les chevilles ouvrières, la masse laborieuse qui travaillait particulièrement dans les champs, dans le bâtiment, dans les industries, et qui a abreuvé ce pays. Puis par la suite, l'ingratitude avec la décroissance, entre guillemets, avec les crises économiques successives, a fait qu'on a commencé à montrer du doigt ceux qui ont effectivement participé au développement de ce pays, ceux qui ont été effectivement les principales victimes d'ailleurs de ces industries, parce que ça tuait beaucoup de gens. Il faut savoir que la masse migratoire a été largement impactée par un taux de mortalité très élevé. Eh bien, on a commencé à les montrer du doigt parce qu'on ne savait plus gérer l'économie, parce qu'on n'avait pas de solution, parce que Mitterrand avait désindustrialisé le pays, et parce qu'il a fallu soi-disant, faire migrer un pays qui travaillait plutôt sur la terre et sur les industries dans un pays qui allait vers le tertiaire, dans le secteur de tout ce qui est bureautique, informatique, en règle générale, et le fonctionnariat. Donc tout cela, évidemment, les immigrés n'y avaient pas droit. Donc on a commencé à se dire, ils sont un peu trop présents, un peu trop nombreux, et en plus ils ont des enfants. On va commencer à les montrer du doigt, ça permettra d'éviter de parler des questions qui fâchent, à savoir la gestion calamiteuse des orientations économiques du pays prises dans les années 80. Très bien. Gamal Abina, des élus français réclament aujourd'hui une nouvelle révision de l'accord du 27 décembre 1968, après les multiples modifications apportées par Paris. Et pour Salah Goudjil, toutes ces révisions lui ôtent aujourd'hui sa raison d'être. Est-ce votre avis également ? Alors, je ne sais pas si ça ôte la raison d'être, mais il ne faut jamais oublier que c'est un corollaire des accords d'Évian. On a quand même signé dans les accords d'Évian une volonté de ne pas poursuivre les criminels de guerre qui ont assassiné en Algérie et même en France, au 17 octobre 61. On a fait en sorte de dire, voilà, il n'y aura pas de poursuite, mettez cette page de côté, on va se mettre d'accord sur le terrain économique et on va faire appel à vos bras puisque le pays est en ruiné. C'est une des raisons pour lesquelles, d'ailleurs, l'Algérie a envoyé beaucoup de travailleurs algériens, particulièrement des gens de la côte. Le pays était ruiné, l'OAS avait détruit toutes les industries, ce qui restait plus ou moins d'existant des rares industries françaises. Il ne faut pas oublier que c'était surtout de l'extractif, il n'y avait pas tellement d'industries de transformation. Eh bien, ils ont dit quoi ? Bon, ils se sont mis d'accord sur le rapport de force défavorable des Algériens. Ils étaient obligés d'accepter effectivement qu'il n'y ait pas de poursuite des criminels, qu'il n'y ait pas de poursuite et même de réparation. Mais par la suite, on s'est mis d'accord 6 ans plus tard sur les accords de 68 qui devaient garantir la libre circulation des biens, c'est une chose, mais surtout des hommes. Et c'était une sorte de format un peu préférentiel. C'est vite dit parce que c'est pas ce point préférentiel. Il y a beaucoup d'avantages dont on ne bénéficie pas. Mais tout de même, l'histoire, la réalité, les accords d'Évian, ça a profité plus à la France qu'à l'Algérie, on le sait aujourd'hui. Et surtout, ils ont bien profité de ces travailleurs qui étaient quand même de grands travailleurs qui faisaient le travail en France et qui ont largement participé à l'érosion économique, à l'extension plutôt économique de ce pays. Donc tout cela, effectivement, c'est utilisé en point d'orgue, mais la question qui se pose, c'est pourquoi faire une fixation sur les accords de 68, qui sont des accords d'État à État, donc le Parlement n'a même pas le droit de citer, c'est une question de chef d'État à chef d'État, accords négociés, accords qui ne peuvent pas être remis en question s'il n'y a pas un accord des deux parties. Pourquoi mettre un focus dessus ? Simplement parce qu'il y a une algérianophobie en France, obsessionnelle, anti-algérienne, qui est constitutive à la perte de la guerre d'Algérie et donc à la perte de l'Empire français en Afrique. Et pour Salah Goudjil également, Gamal Abina, cet accord, en l'occurrence celui de 1968, est principalement en faveur de la partie française depuis sa signature jusqu'à nos jours. Qu'en pensez-vous ? Tout à fait, c'est un avantage énorme, d'abord parce qu'ils ont eu des travailleurs pas chers, ensuite ils ont eu des travailleurs qui étaient jeunes, qui étaient déterminés, qui faisaient le travail, qui étaient expérimentés, qui ont appris très rapidement à investir tous les métiers, qui ont produit de la qualité de haut niveau, que ce soit dans l'industrie ou dans le bâtiment, qui ont, par leurs enfants, eu un saut qualitatif. On oublie ça, parce qu'en Algérie, on a du mal à percevoir la réalité. On est tous des fils et filles d'immigrés qui avons des parents qui étaient très souvent analphabètes ou illettrés, tout simplement, qui n'avaient même pas accès à l'école, qui ne savaient ni lire ni écrire. Et ces parents-là, qui toujours nous ont enseigné l'idée: j'aurais aimé être à l'école, la France me l'a interdit, il faut que tu fasses ce que je n'ai pas pu faire, j'aurais aimé être à ta place. Eh bien, tous les enfants de ces fils et filles d'immigrés, contrairement à l'idée caricaturale reçue de la délinquance française qui est mise en avant alors que c'est marginal, ont tous eu un saut en une génération qualitatif. On est passé de gens illettrés et analphabètes à des gens qui sont devenus cadres, chefs d'entreprise, profession libérale, médecins et j'en passe. Et donc, ce saut qualitatif a quelque part inquiété certains responsables politiques, particulièrement Mitterrand, qui n'acceptaient pas l'idée qu'on pouvait avoir une telle réussite, une telle promotion sociale et qu'on pouvait apporter à notre pays d'origine
ce que la France nous a laissé difficile de tenir. Voilà. Gamal Abina, je vais vous poser une autre question, malgré la qualité de la communication. Pour encourager l'arrivée de talents et de diplômés de haut niveau, Paris plutôt encourage cette arrivée, sans aucune contrepartie pour l'Algérie. Comment, selon vous, l'Algérie peut-elle aujourd'hui inverser la tendance ? Moi, je pense que l'Algérie a d'abord, c'est un pays immense, c'est un État-continent, avec des richesses, un développement, les 30 glorieuses qui arrivent. Tout est à construire en Algérie. Et surtout, nous, fils d'immigrés, nous avons une participation à apporter. On n'est pas venu en France pour rien. On doit effectivement revenir dans un pays pour y apporter notre expertise quand elle existe, pour conjuguer nos talents avec les Algériens qui sont très bien formés, j'ai eu l'occasion de le vérifier, et surtout pour apporter des idées nouvelles. Parce qu'en Algérie, effectivement, quand on est en vase clos, on a tendance à cultiver les mêmes, peut-être les mêmes ressorts, même s'il y a des gens excellents. Et là, le fait de voir autre chose à l'étranger, ça permet d'apporter quelques idées novatrices. Et puis, certainement, évidemment, tous les Algériens sont attachés, je parle des Algériens de la diaspora, les 20% d'Algériens qui sont à l'étranger, sont attachés de façon farouche à leur pays d'origine. Il suffit de voir, ne serait-ce que le foot, ça donne une idée, mais pas seulement. Cette façon de toujours parler du pays, eh bien, je pense que cette conjugaison de talents peut permettre à l'Algérie de décoller verticalement. On a d'autres exemples de diaspora, comme la Chine ou la diaspora irakienne, qui ont montré l'exemple, qui ont réussi. Eh bien, je pense que cette diaspora algérienne, en toute humilité, il ne faut pas arriver comme des colons, il faut arriver comme des Algériens, au même titre que les Algériens d'Algérie, peut apporter quelque chose de nouveau, parce que les Algériens d'Algérie sont bien formés, parce que les compétences sont sur place et parce que tout est à faire. Dans le loisir, dans l'industrie, dans l'agriculture, dans l'exportation, parce qu'il faut vraiment parler dessus. Je pense que réellement, on aurait une conjugaison de talents qui serait explosive et qui donnerait des points de croissance comme jamais le pays n'en a connu. Et j'en veux pour preuve que la Chine s'est appuyée beaucoup sur sa diaspora pour développer sa propre richesse. Très bien. Un dernier mot peut-être, Gamal Abina, brièvement. Alors dans une semaine, nous célébrerons le 17 octobre, qui est la journée nationale de l'immigration, qui coïncide justement avec les événements du 17 octobre 1961. Avez-vous un message à véhiculer aujourd'hui auprès des Algériens établis en France et d'ailleurs ? Alors, mon père était, lui, en Algérie pendant la Révolution, donc il n'a pas la question de savoir s'il était des Algériens de France qui se battaient et qui levaient des fonds, ces fameuses valises d'argent, ces valises de la Révolution, pour aider la Révolution algérienne. Mais une chose est certaine, il faut vraiment perdre pas ça de vue, c'est qu'au moment du 17 octobre 61, la France rompt les négociations pour les accords d'Évian. Elle les rompt totalement. Et que lorsque le FLN demande aux Algériens de manifester à Paris, c'est une convergence de 15 000 Algériens qui vont être massacrés, 300 morts. C'était Jean-Luc Kennedy qui l'avait largement documenté, le regretté Jean-Luc Kennedy, qui a fait un travail que j'ai connu, qui était un homme formidable. Eh bien, nous avons tous participé à raviver cette histoire qui a dit quoi ? Qui a dit, à partir du 17 octobre, De Gaulle commence à se rendre compte d'abord qu'il y a des crimes sur son territoire. Ça faisait presque un siècle qu'on n'avait pas vu de crime. C'était la Commune de Paris la dernière fois, en 1870. Donc il s'est dit, enfin 71 pour être précis, De Gaulle s'est dit, on ne va pas laisser ce conflit se déporter sur le territoire français. Et donc, il a repris la négociation des accords d'Évian pour arriver à l'indépendance 6 mois plus tard, parce que la Fédération de France a fait le travail avec les Algériens de France. Donc ça, c'est quelque chose qu'il ne faut jamais oublier. Nous avons tous un point commun dans la lutte de libération, à savoir les Algériens de l'étranger et de l'intérieur, c'est que la souffrance a été partagée le 17 octobre 61. Très bien, merci beaucoup Gamal Abina pour votre contribution. Je rappelle à nos téléspectateurs que vous êtes analyste spécialiste des questions internationales. Je vous disais en titre, l'Allemagne a accepté la décision de la Cour de justice de l'Union européenne qui a invalidé définitivement 2 accords commerciaux conclus entre l'Union européenne et le Maroc en 2019 sur la pêche et l'agriculture, selon la porte-parole du ministère allemand des Affaires étrangères, Annika Classen-Edris. Dans sa déclaration, le ministère allemand des Affaires étrangères a souligné son respect pour l'indépendance de la haute juridiction européenne, rappelant que cette dernière avait jugé que le peuple du Sahara occidental n'avait pas consenti à la conclusion de ces accords, d'où leur annulation. Le groupe A3+, Algérie, Mozambique, Sierra Leone et Guyane s'est félicité à New York de l'accord convenu entre les parties libyennes concernant la création d'une banque centrale, affirmant que cet exploit était un pas important vers la stabilité du pays. To Miss Stephanie Curry, the practical
La mise en œuvre pratique, efficace et réussie de l'accord concernant la Banque centrale de Libye sera cruciale pour l'avenir économique et politique du pays. Il est nécessaire de nommer un conseil des gouverneurs pour la Banque centrale, d'accélérer les arrangements financiers et d'établir un système national unifié. L'accent doit être mis sur l'élaboration du budget, étant donné le rôle central de la Banque de Libye dans la protection des ressources du pays, en particulier ses importantes réserves de pétrole, et dans la garantie que la richesse nationale profite à l'ensemble des Libyens plutôt qu'à un groupe ou à des individus spécifiques. Dans l'actualité aussi, et au lendemain des élections présidentielles et législatives, dans l'attente, les Mozambicains sont dans l'attente des résultats définitifs. Les habitants de Maputo, la capitale du Mozambique, disent espérer que les choses resteront pacifiques. Les Mozambicains ont voté hier pour élire un successeur au président sortant, Filipe Nyusi, qui ne pouvait se présenter à un troisième mandat. Oui, hier je suis allé voter, c'était bien, c'était de très bonnes élections. Beaucoup de gens sont allés voter jusqu'à 20 heures. Il y avait encore des files d'attente. Nous allons obtenir de bons résultats et les choses vont changer dans notre pays. J'espère qu'il n'y aura pas de violence et que la vie reprendra son cours normal comme elle l'a toujours été. Toujours dans l'actualité en Afrique, le nombre de cas de choléra au Soudan a grimpé à 21 806, dont 632 décès, tandis que les cas de dengue ont atteint 1329, dont 4 décès. C'est ce qu'a annoncé le ministère soudanais de la Santé, soulignant le besoin urgent d'intensifier les efforts pour enrayer la hausse de ces épidémies. Dans le reste de l'actualité de ce jeudi en France, la Seine-et-Marne était aujourd'hui en vigilance rouge crue, alors que les fortes pluies associées à la dépression Kirk se sont affaiblies, traversant l'Île-de-France en direction du nord-est, laissant quelques 65 000 foyers toujours privés d'électricité. Maria Chouillard. Routes bloquées, voitures noyées, arbres arrachés par la violence du vent et intérieur des maisons inondées par des crues hors normes. Dans la nuit de mercredi à jeudi, la dépression Kirk a déversé ses trombes d'eau sur la France. Des dizaines de routes ont été fermées dans plusieurs départements placés en vigilance rouge pour certains et orange pour des dizaines d'autres. Nous n'avons aucun blessé à déplorer, c'est la première chose. Beaucoup d'interventions, un certain nombre de personnes relogées et nous allons d'abord travailler sur cette situation d'urgence. L'épisode n'est pas terminé, on constate un léger reflux, mais il est probable que l'eau recommence un petit peu à monter et nous allons suivre ça heure par heure avec l'ensemble des services mobilisés. Même si les fortes pluies associées à la dépression Kirk commencent progressivement à s'affaiblir, le risque de débordement des rivières reste immense. La rivière du Grand Morin est sortie de son lit à Pommeuse, au Seine-et-Marne, ce jeudi matin, et va continuer de monter. La deuxième vague n'étant pas à écarter, les citoyens sont confrontés pour la 4e fois cette année aux fortes inondations. Ils n'espèrent que profiter d'un quotidien paisible. Là, on est un peu désabusé parce que ça fait 4 fois. 4 fois cette année, donc on commence à saturer. Mais bon, après, qu'est-ce que vous voulez faire? C'est la nature, c'est comme ça. Hein. On sait qu'on est en zone inondable, mais bon, 4 fois dans la même année, ça fait beaucoup quand même. Dans la région de Seine-et-Marne, à l'est de Paris, des avertissements météorologiques ont été émis par les autorités concernées. La pluie qui tombe sur un sol déjà très humide pourrait entraîner une dépression exceptionnelle des inondations. Dans des régions qui ont déjà connu le mois dernier un mois de septembre enregistrant un taux de pluviométrie le plus élevé depuis 25 ans. À cette heure, les dégâts ne sont que matériels, aucun blessé. Éclipsé par les événements au Moyen-Orient, le conflit ukrainien perdure. Volodymyr Zelensky effectue une tournée en Europe en quête de soutien. Le président ukrainien s'est rendu hier à Londres avant d'atterrir à Paris ce jeudi. Objectif, obtenir davantage de la part des Européens. Safouane Ben Sabri.
Après une visite à Londres où il a rencontré le Premier ministre britannique et le secrétaire général de l'OTAN, Volodymyr Zelensky est arrivé jeudi à Paris pour rencontrer son homologue français Emmanuel Macron. Bis repetita pour le président ukrainien, une scène qui est désormais courante. Zelensky serrant la main de leaders occidentaux pour débloquer plus d'aides financières et militaires au profit de Kiev. Après une première escale à Londres, Zelensky s'est envolé pour Paris dans une tournée destinée à rappeler aux principaux alliés de Kiev, dont Rome et Berlin, la nécessité de fournir plus d'aide. Nous sommes très reconnaissants pour tout ce qui se prépare. Avant l'hiver, nous avons besoin de votre soutien et je suis reconnaissant pour tout ce que vous avez fait. Officiellement, un cessez-le-feu n'est pas encore à l'ordre du jour pour Kiev. Un cessez-le-feu n'est pas un sujet de nos discussions avec nos alliés. Nous n'avons pas parlé de cela. Aujourd'hui, j'ai lu dans les médias de nombreuses informations qui disaient que j'étais venu pour parler d'un cessez-le-feu, mais non, ce n'est pas le cas. En coulisses, plusieurs médias, notamment américains, parlent d'un essoufflement de l'armée ukrainienne. Selon des sources, parmi elles des responsables au sein de l'OTAN, Kiev serait prête à adopter une démarche plus flexible et même prête à reconnaître qu'une fin de partie devrait avoir lieu. Dans un contexte global où l'Occident est désormais plus préoccupé par la situation au Moyen-Orient que sur le front ukrainien, il devient difficile pour Kiev de rallier à sa cause. À l'approche des élections américaines, Trump promet de lâcher Kiev, un scénario catastrophe pour les Ukrainiens. Le chef de l'OTAN, Mark Rutte, a affirmé qu'il n'était pas inquiet de la possibilité que Donald Trump retire le soutien américain à l'Ukraine s'il est réélu président des États-Unis en novembre. Rutte s'exprimait après avoir rencontré le Premier ministre britannique Keir Starmer et le président ukrainien Volodymyr Zelensky à Londres. Nous ne nous engageons pas seulement parce que nous voulons soutenir l'Ukraine. Oui, bien sûr, c'est la raison principale, mais aussi parce que soutenir l'Ukraine dans sa lutte contre la Russie est crucial pour notre sécurité collective ici, dans cette partie de l'Europe, au Canada et aux États-Unis, sur l'ensemble du territoire de l'OTAN. Si Poutine parvenait à ses fins en Ukraine, cela aurait de graves répercussions sur notre sécurité à tous au sein de l'OTAN. La légende espagnole du tennis, Rafael Nadal, vainqueur de 22 titres du Grand Chelem, maître absolu sur terre battue, a annoncé ce jeudi qu'il mettrait un terme à sa carrière après la finale de la Coupe Davis avec l'Espagne, prévue du 19 au 24 novembre à Malaga. Iman Merad. Hola a todos, estoy aquí para comunicaros que me retiro del tenis profesional. La realidad es que han sido unos años difíciles estos dos últimos. Après plus de 20 ans au plus haut niveau, la légende du tennis vient d'annoncer ce jeudi sur le réseau social X la fin de son impressionnante carrière professionnelle du haut de ses 38 ans. Après la phase finale de la Coupe Davis à Malaga en novembre prochain, date symbolique, c'est le cœur serré que Nadal décide de quitter le tennis avant que le tennis ne le quitte. Je ne pense pas avoir pu jouer sans limite. C'est évidemment une décision difficile qui m'a pris du temps à prendre, mais dans cette vie, tout a un début et une fin. Et je pense que c'est le moment opportun pour mettre un terme à une carrière qui a été longue et bien plus réussie que je n'aurais pu l'imaginer. Mais je suis très heureux que mon dernier tournoi soit la finale de la Coupe Davis et que je représente mon pays. Je pense que j'ai bouclé la boucle puisque l'une de mes premières grandes joies en tant que joueur de tennis professionnel a été la finale de la Coupe Davis à Séville en 2004. La finale de Sevilla en 2004. Célèbre pour sa prodigieuse domination sur terre battue, le Mallorquin a été sacré à 14 reprises à Roland-Garros, un record inégalé et vraisemblablement inégalable. Après avoir remporté 22 titres du Grand Chelem en simple au cours d'une époque sans précédent qu'il a partagée avec ses principaux rivaux, The Big Three, Roger Federer et Novak Djokovic, le monstre de la terre battue a préféré se retirer afin de préserver sa dignité.
précisant dans son annonce que cette décision était directement liée à ses multiples blessures persistantes. Monstre de puissance avec un style de jeu caractérisé par une intensité physique hors du commun, une combativité sans faille et un coup droit iconique. L'annonce de la retraite du légendaire tennisman suscite déjà moult réactions. Le numéro 1 mondial Jannik Sinner lui a rendu hommage lors d'une conférence de presse, s'inclinant face à ce mythe du tennis. C'est une nouvelle difficile pour le monde du tennis et je peux dire que j'ai eu beaucoup de chance de le connaître aussi. Vous savez, c'est un homme incroyable. Les leçons qu'ils nous ont inculquées, nous, les jeunes joueurs, comment se comporter sur le court, comment gérer les situations sur le court, les situations difficiles, le rôle qu'il nous a donné à tous, beaucoup d'émotions quand nous le voyons jouer, et aussi de rester humble, de ne pas changer avec le succès, de choisir les bonnes personnes autour de lui, d'avoir une famille formidable. Ainsi s'achève un parcours aussi spectaculaire qu'exemplaire, garni de belles réussites. Nadal se transcende désormais comme l'un des symboles les plus reconnaissables du sport, se surpassant encore et encore, mais la loi de la logique lui préconise de s'arrêter et de raccrocher définitivement sa raquette. Du tennis au football pour terminer, la sélection algérienne affrontera dans quelques minutes son homologue du Togo à Annaba pour le compte de la 3e journée des qualifications de la CAN 2025 dans le groupe E. Le Togo recevra ensuite l'Algérie le lundi 14 octobre au stade de Kégué à Lomé. Dans le cadre de la 4e journée, l'Algérie trône en tête du groupe E avec 6 points devant le Togo avec 2 points alors que le Libéria et la Guinée équatoriale ferment la marche avec un seul point. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellente soirée à tous.